Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nikos Kev-Levézina. En fait, je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'initiative vers un institut bioalimentaire. Initiative qui veut regrouper à la fois l'expertise, la formation, l'innovation dans un centre agricole qui est déjà existant. En fait, c'est une initiative qui est portée par le CIARC Aquaticook, qui regroupe aussi le CRIFA, le Centre de formation professionnelle, et le Cégep de Sherbrooke au niveau de la formation GTEA, donc la formation en agriculture. Le CRC, c'est quoi? Là? Juste quand même pour débuter avec un peu d'introduction avant de tomber dans le vif du sujet. Je trouve que c'est important qu'on parle un peu de l'historique et du bilan, en fait, du CRC. Le CRC, c'est d'abord une initiative de producteurs agricoles. En 1990, ils ont fait l'acquisition d'une ferme un peu forte, une ferme qui est bien positionnée et où est-ce qu'il y avait un désir de sauver vraiment la vocation agricole de cette ferme exceptionnelle proche de Quaticook et d'en faire une institution de formation, un centre de formation. Il y a donc eu la création du CFP CRIFA, un centre de formation professionnelle, qui depuis 30 ans donne une formation là, dans plusieurs secteurs d'activité agricole et qui a été, où est-ce qu'on a ajouté aussi une formation de type collégial avec le Cégep de Sherbrooke sur le site, afin de s'assurer de aussi former là, la relève agricole puis les futurs entrepreneurs agricoles. Ça a permis au fil des années de consolider aussi des actifs agricoles qui servent à la formation et à différentes initiatives là, innovantes. Euh, Clairement, je pense que les deux grandes réalisations du CIRC, donc cette initiative-là de producteurs, ça a été la création donc du centre de formation professionnelle, puis d'amener la formation de type agricole au niveau technique en Estrie, en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke, mais la formation est vraiment dispensée là, sur le site du CRIFA, le site en fait du CIRC. Euh, tout ça autour là, de cette initiative-là des producteurs agricoles qui date déjà d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est à peu près de 79 hectares de cultures qui sont cultivés. Une ferme laitière, en fait, avec un quota de 76 kilos, une ferme centenaire qui mérite d'être modernisée prochainement, en fait. Une étable bovine de différents bâtiments de mécanique, des serres horticoles, un incubateur maraîcher, des locaux de formation, un jardin paysager, un jardin horticole. Le CRIFA forme près de 300 élèves en formation professionnelle. Depuis 1999, c'est quand même 3700 élèves qui ont été formés, des fils, des filles d'agriculteurs, des nouveaux producteurs aussi qui sont allés se former avant de devenir producteurs. C'est clair que ça a eu un impact significatif pour l'ensemble de l'Estrie, la mise en place de cette ferme-école-là, de cette école d'agriculture. L'ajout, en fait, aussi du Cégep de Sherbrooke. Maintenant, il y a une cinquantaine d'élèves qui viennent annuellement se former sur le site avec le programme GTEA. Il y a un manque d'espace actuellement. Il pourrait y avoir plus d'élèves. On pourrait développer des axes de formation pour attirer des nouveaux élèves, mais il faut combler le manque d'espace qu'il y a actuellement au niveau du site, des locaux, pour répondre à la demande. Le, Évidemment, si on a pour objectif de dire on doit aller plus loin que ça, en fait. Oui, on a formé le CRIFA, oui, la formation de type collégial est maintenant sur le site. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient vous présenter? C'est un nouveau véhicule. En fait, le CIRC, ça a été un peu le véhicule qui a été mis en place par des producteurs leaders, dans le fond, des producteurs qui ont voulu prendre en main la destinée autour de la formation. Mais aujourd'hui, ce véhicule-là, il a réussi de créer, en fait, ses succès. Ses succès sont faits, sont réalisés. Et maintenant, il y a un nouveau véhicule, une nouvelle structure à mettre en place afin de porter la prospérité du secteur bioalimentaire, afin de s'assurer que la formation de demain est adaptée aux enjeux aussi d'aujourd'hui et de demain, puis qu'on puisse répondre en fait à ces nouveaux enjeux-là, puis créer des nouvelles opportunités pour la relève, pour les producteurs qui sont déjà en place, pour les professionnels qui veulent toucher à l'agriculture. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? C'est une initiative qui s'appelle Vers un institut bioalimentaire. On l'a appelé comme ça parce qu'on l'imagine de manière beaucoup plus, avec un impact
beaucoup plus globale sur le secteur agricole, sur le secteur de la transformation alimentaire aussi. Puis on se rattache à des enjeux très d'actualité. Puis ces enjeux-là, en fait, c'est des enjeux comme la pénurie de main-d'œuvre agricole, qui présentement, c'est 63 000 postes qui sont non comblés au niveau canadien dans le secteur agricole. C'est 123 000 postes d'ici 2030 qui seront non comblés. Et c'est un manque à gagner d'ici 2030 de 11 milliards de PIB qu'on ne réalisera pas au niveau agricole si on ne règle pas cette problématique-là de la main-d'œuvre. Donc, évidemment, la formation, la mise en place de solutions comme l'automatisation, c'est des choses qu'il faut s'assurer d'offrir, à fond, au milieu agricole, au secteur bioalimentaire pour répondre à cet enjeu-là. L'adaptation au changement climatique, autre gros enjeu, évidemment, l'agriculture, c'est dépendant du climat, de tout le contexte agroclimatique. Donc, oui, au Québec, on va avoir une augmentation de rendement dans certaines cultures, mais on va voir aussi de nouveaux ravageurs. On doit développer des nouvelles compétences au niveau des cultures parce que c'est plus nécessairement les mêmes cultivars qu'on va cultiver. Surtout, par exemple, dans les plantes fourragères, c'est plus les mêmes mélanges fourragés. Les animaux, les bâtiments qu'on a pour les animaux sont plus nécessairement adaptés. Il va y avoir plus de stress thermique, plus de situations, en fait, où est-ce qu'on doit s'assurer de mettre en place les infrastructures, qu'on connaisse, en fait, les méthodes adaptées au nouveau contexte agroclimatique des prochaines années. Il faut savoir que l'Estrie va avoir le climat de la Montérégie, en fait, d'ici 2040, puis la Montérégie va avoir le climat de la Pennsylvanie. Donc, on peut imaginer quand même l'impact que ça va avoir sur notre agriculture. D'autres grands enjeux aussi qu'on veut répondre, en fait, dans le cadre de notre initiative, sont peut-être pas ceux qu'on met au cœur du projet qu'on vous présente aujourd'hui, mais c'est des enjeux qui vont par défaut être adressés aussi par l'Institut bioalimentaire qu'on désire mettre en place. Donc, les enjeux qui touchent autour de l'ouverture des marchés. Les entreprises doivent maintenant faire affaire avec une compétition qui est de plus en plus féroce, qui vient des marchés extérieurs. On vit aussi avec un contexte de dégradation des sols, traçabilité puis de la salubrité des aliments de plus en plus important, bien-être animal et sécurité à la ferme, puis beaucoup en lien avec la problématique de main-d'œuvre. On a aussi une stagnation de la productivité agricole canadienne. Donc, l'objectif pour nous, en fait, on se dit on veut former cette vision d'avenir autour d'un nouveau véhicule qui serait l'Institut bioalimentaire de l'Estrie. On a ces enjeux-là, il faut en faire, il faut bien comprendre comment ils impactent le consommateur. Donc, le consommateur, il va développer des nouvelles exigences. Il va vouloir une agriculture qui est plus durable, une agriculture qui est adaptée qui répond à des enjeux qui leur sont chers. Et ça va amener des innovateurs qui vont apporter des solutions, qui vont dire il faut s'assurer de transformer les aliments de manière plus locale, qui vont développer des méthodes culturelles plus adaptées. Puis le consommateur va y voir des produits en fait à valeur ajoutée. Il va être prêt à payer des primes ou le producteur va avoir des nouvelles méthodes de production qui vont le rendre plus efficace, plus automatisé. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'outiller les nouvelles générations de producteurs puis les producteurs qui sont déjà en place à faire face à ces enjeux-là, s'assurer qu'ils comprennent en fait c'est quoi dans les exigences du consommateur et de les aider à créer les solutions pour qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu, qu'ils aillent chercher ces primes-là, qui s'automatisent, qui seront plus efficaces. Donc, on est vraiment dans l'optique que un institut bioalimentaire, c'est pas pour rien qu'on veut englober plus que la formation, on veut toucher aussi l'expertise, on veut toucher aussi l'innovation. C'est pour être en mesure d'offrir les outils nécessaires au milieu bioalimentaire pour tirer son épingle du jeu et s'assurer que l'Estrie puisse se distinguer, développer des créneaux qui lui sont spécifiques, assurer une industrie agricole plus forte. Le problème, on a quand même un défi en Estrie. En fait, un de ces grands défis-là, c'est qu'on a la formation puis les gens qui touchent à l'innovation, à l'expertise agricole sont très fragmentés. En fait, on pourrait dire que si on veut former un institut bioalimentaire, ça prend de l'expertise, ça prend des groupes d'expertise. Ça prend des centres de formation puis de recherche qui offrent cette formation-là de qualité. Il faut que ça inclue aussi l'industrie, les producteurs. Ça prend un service aux entreprises. Ça prend des infrastructures spécialisées, partagées.
En Estrie, on est un peu équipé, on pourrait dire, avec des slingshots. En fait, tout le monde a un petit peu de ressources. Tout le monde peut faire un petit bout de chemin en agriculture dans leurs sujets qui leur sont propres ou dans leurs missions qui leur sont propres. Mais on ne peut pas dire qu'on a une entité qui regroupe l'ensemble de ces bulles-là, bref, l'ensemble de l'écosystème qui devrait tourner autour d'un institut pour faire prospérer l'ensemble du secteur bioalimentaire. On a par exemple le CFP CRIFA qui donne de la formation professionnelle, qui est un peu associé au CIRC avec des installations, puis des fois des projets un peu d'innovation. On a une corporation d'ICRIFA au centre de tout ça qui gère un peu le lien entre les deux entités. Mais on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose réellement au centre là, qui fait prospérer une vision claire entre ces trois acteurs-là. Puis en plus, on a commencé à greffer des joueurs comme le Cégep de Sherbrooke avec la formation collégiale. On a Productique Québec qu'on aimerait intégrer, qui est un centre d'expertise en automatisation dans le manufacturier, mais qu'on veut développer une division agricole avec ce centre d'expertise-là pour qu'ils prennent leur expertise qu'ils ont développée dans d'autres secteurs puis venir l'appliquer à l'agriculture. Puis évidemment, bon, on a Agriculture Canada, Lennoxville, on a Culture Innov, on a des entreprises privées comme Docteur, on a les filières estriennes, on a l'Université de Sherbrooke avec le département de télédétection qui travaille beaucoup en agriculture, l'Université Bishop avec l'agriculture durable. Bref, il manque peut-être, il semble manquer un noyau au centre de ça qui est capable de porter un peu les initiatives qui sont faites par les différents groupes à l'intérieur d'une entité qui serait capable de faire rayonner ça, faire rayonner l'expertise, la formation qui touche le secteur bioalimentaire dans l'ensemble de l'Estrie, parce que c'est souvent des initiatives qui sont plutôt subrégionales et qui seraient capables de, ultimement, d'avoir un rayonnement estrien, puis québécois et canadien. Bref, de vraiment avoir une certaine notoriété. Et ça, on n'a pas l'entité qui est capable de centraliser cette vision-là présentement. Qu'est-ce qu'on vise à faire, c'est vraiment de dire, présentement, l'Estrie aurait grandement besoin de cet institut bioalimentaire-là, qui pourrait regrouper plus d'un partenaire, mais avec une mission commune forte. Présentement, l'Estrie est la seule région agricole d'importance sans aucun centre d'expertise de type provincial, d'envergure provinciale. Avec le MAPAC, qui au fil des années est devenu plus en deuxième ligne, mais il y a peut-être un contexte particulier où est-ce que les centres de formation en Estrie n'ont pas pu se rattacher sur un centre d'expertise d'envergure provinciale pour continuer de se développer. Si on pense, par exemple, à des régions, même comme le Bas-Saint-Laurent avec l'ITA, mais il va y avoir des centres d'expertise, par exemple, comme le CEPOC, le centre d'expertise en production ovine, qui va être associé à l'ITA, au centre de formation qui est là de niveau collégial. On va avoir aussi, par exemple, sur le site de McGill, on va avoir un collège, on va avoir Valacta ou Lactanet, en fait, qui est associé aussi sur le site. Donc, il y a un transfert entre la formation puis l'expertise. Même le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Agrinova, le centre d'expertise Agrinova plutôt, ont aussi ce centre d'expertise-là qui permet de faire prospérer l'expertise avec la formation. En Estrie, on n'a pas cette chance-là. Puis, on a un deuxième défi, en fait, c'est qu'on n'est pas considéré comme une région ressource, mais en plus, on n'est pas non plus une région centrale. Fait il y a un peu une obligation pour les joueurs de l'Estrie, les joueurs du secteur bioalimentaire, à mieux s'organiser ensemble pour mettre leurs ressources en commun puis développer cette vision de l'Institut bioalimentaire. Fait que la solution, en fait, qu'on vous propose aujourd'hui, on a déjà commencé à en parler un peu là, en donnant j'ai déjà donné des brides par-ci, par-là, mais c'est vraiment de déterminer c'est quoi nos grandes forces. On a quand même des forces, on a des gens de qualité, on a des gens qui sont des experts dans leur domaine en Estrie. Et ces grands axes-là, il y a eu un travail dans les 2 dernières années par différentes personnes, que ce soit à l'intérieur des MRC, que ce soit sur des tables de concertation de conseillers, que ce soit des filières, où est-ce qu'il a été déterminé que l'Estrie possédait quand même certains pôles de compétences.
Il y a un pôle de compétences en numérique puis en automatisation. Clairement, il y a des grandes entreprises dans le secteur manufacturier qui ont prospéré en Estrie. Ça a permis de développer des organismes comme Productique Québec. Et maintenant, notre intérêt, c'est de développer cette expertise-là, d'animer cette expertise-là au niveau de l'agriculture. Fait que tout ce qui est bâtiment intelligent, santé animale, traçabilité, l'efficacité énergétique, l'automatisation des opérations, la gestion des troupeaux et des cultures. Puis c'est quelque chose qui est en train de... L'agriculture se numérise. En fait, des compagnies comme John Deere se voient plus présentement comme des compagnies d'équipement, ils se voient comme des compagnies de données, des compagnies de logiciels, parce que tout leur équipement et leurs logiciels sont devenus interconnectés. Ils stockent cette information-là et sont capables d'offrir maintenant des solutions clés en main beaucoup plus précises qui permettent de positionner les fertilisants de manière beaucoup plus précise, de hedger sur les marchés des grains de manière beaucoup plus efficace. Bref, c'est des compagnies qui s'en viennent des compagnies de data. Mais ces compagnies-là, il y a toujours un pendant. Il y a les grandes compagnies comme Corteva, John Deere, Liley, qui, selon leur expertise, par exemple, Corteva, ça va être des grandes cultures, vont développer en fait toute une infrastructure technologique qui leur est propre. Mais il y a des joueurs importants, des producteurs, des associations qui disent « Hey, nous, on veut continuer d'innover, on veut que vous nous donniez accès à qu'est-ce que vous développez pour qu'on puisse tout simplement réparer nos équipements, pour qu'on puisse développer d'autres innovations. » Et ils ont gagné, en fait. Présentement, il y a eu des poursuites, en fait, aux États-Unis envers ces compagnies-là pour dire « Il faut que vous nous ouvrez », surtout avec une grosse poursuite qui a été faite contre John Deere, « Il faut que vous nous ouvrez vos technologies pour qu'on puisse à la fois les réparer, mais aussi innover par-dessus qu'est-ce que vous nous offrez comme produit. Fait que ça amène tout un nouveau mouvement où est-ce que les producteurs, mais aussi tous les professionnels qui entourent le secteur agroalimentaire, il y a un mouvement aussi open source qui est en train de se développer, à dire les autres petits innovateurs, il faut qu'ils puissent aussi contribuer à cette innovation-là, il faut qu'ils puissent être indépendants. Puis, il y a un axe d'expertise, en fait. Il y a une expertise qui doit se consolider pour porter la prospérité du secteur agricole, puis s'assurer qu'on n'est pas juste dépendant envers des solutions très corporatives. De toute façon, aussi, les solutions de grandes entreprises vont répondre souvent à des besoins assez précis et de grande envergure, mais ça ne veut pas dire que ça répond à tous les besoins. Puis ça nous prend quand même cette expertise-là pour les producteurs agricoles pour venir répondre aux besoins qui ne sont pas nécessairement comblés par les grandes solutions offertes par les manufacturiers traditionnels. Donc, c'est un axe d'expertise qu'on est capable de porter. On a déjà le bagage dans d'autres industries. Il faut l'adapter au secteur agricole en Estrie. Plantes pérennes et agriculture régénératrice est l'autre axe d'expertise qu'on voit que actuellement en Estrie, on a clairement une force en plantes fourragères. On a des experts dans le domaine. Des plantes fourragères, c'est quoi? Ben, c'est des protéines, en fait, qui peuvent être utilisées par les animaux ou des fibres qui servent à fabriquer différents produits. Donc, on le voit pas juste dans la finalité de faire des plantes fourragères, mais aussi jusqu'à une finalité d'un produit fini, bref, soit la viande, soit des isolants si on parle de chanvre. Là, on parle plus de plantes de pérennes là, quand on parle de chanvre, mais ça reste des plantes qu'on pourrait considérer qui sont dans un mode d'agriculture régénératrice. Une agriculture, des cultures, en fait, qui sont peu gourmandes en termes d'intrants. Des cultures, en fait, où est-ce qu'on se dit, ben on veut développer cette expertise-là où est-ce que les plantes pérennes sont bien intégrées dans une agriculture régénératrice, puis qu'on inclut aussi l'agroforesterie, qu'on inclut aussi les plantes émergentes, en fait, à faible besoin, dans le fond, d'intrants ou à haut potentiel bio-industriel pour faire des matériaux isolants ou autres. Donc, on a un niveau d'expertise intéressant en Estrie qu'on pourrait consolider dans un axe d'expertise qui pourrait être porté par l'Institut bioalimentaire. Et un troisième axe qui est la transformation de proximité. Donc, s'assurer qu'on est capable de transformer efficacement nos produits qu'on produit en Estrie, puis de les mettre en marché de manière efficace auprès des consommateurs. C'est sûr que ces actes d'expertise-là, ce n'est pas d'acquérir de l'expertise pour de l'expertise. L'objectif, c'est vraiment de donner une distinction à notre formation. Tu sais, il y aura toujours la formation générale en agriculture, que ce soit au niveau professionnel, collégial ou universitaire, mais il faut avoir des actes de spécialité de plus en plus. Il faut venir se distinguer. Ces actes d'expertise-là viennent nous distinguer un peu par rapport aux offres qui sont disponibles dans les autres provinces. Pas les autres provinces, dans les autres régions, puis bref, globalement dans la province et même vis-à-vis d'autres provinces, ultimement.
Euh, et sont toujours, on met de l'avant ces axes dans l'objectif de produire des aliments qui ont une plus grande valeur, de différencier les aliments. Évidemment, les consommateurs sont prêts à payer en fonction des enjeux, pour des produits qui répondent à des enjeux qui lui sont chers. Si on est capable de développer des produits qui répondent à ses attentes, il va payer une prime. L'objectif pour nous, c'est que cette expertise-là ne serve pas juste à produire un bien agricole, mais qu'on pense à comment on doit le produire pour répondre aux enjeux et aux besoins du consommateur d'aujourd'hui et de demain. Il y a souvent des gens qui vont mettre en opposition, en fait, l'agriculture type durable, régénératrice, puis l'agriculture numérique, qui est souvent, qu'on va penser un peu plus à la productivité, en fait. Mais on veut que l'Institut bioalimentaire représente un peu la convergence entre les deux modèles. L'Institut bioalimentaire, c'est avant tout un endroit où est-ce qu'on veut que l'entreprise familiale du Québec, qui est caractéristique de notre agriculture, puisse aller piger les meilleures pratiques dans chacun des types d'agriculture, puis qu'ils puissent les appliquer afin d'être plus prospères, qu'ils soient capables de développer des produits agricoles un peu différenciés, où est-ce qu'il va chercher des primes, ou qu'il le fait d'une manière tellement efficace qu'il est capable de tirer son épingle du jeu dans un marché qui est de plus en plus compétitif, avec des exigences de consommateurs qui sont de plus en plus importantes. Si on avait à résumer cette vision-là d'Institut bioalimentaire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient consolider la formation. On ne parle plus du CIRC qui est les installations ou du Cégep de Sherbrooke avec le GTEA, le GTEA ou le CRIFA. On parle maintenant d'un institut bioalimentaire qui regroupe la formation collégiale, la formation professionnelle et l'objectif aussi d'attirer une extension universitaire pour venir faire le transfert technologique de toutes les connaissances puis le transfert les technologies qui sont développées au niveau des universités. On veut être un pôle de transfert. Puis ça, c'est de plus en plus important parce que la recherche, ils ont aussi un mandat de venir la transférer auprès des utilisateurs potentiels et l'Institut bioalimentaire se veut ce lieu-là qui va servir au transfert des technologies. Il faut, pour répondre réellement, pour devenir un institut bioalimentaire, mais l'expertise est extrêmement importante. Cette expertise-là va venir se transfuser dans la formation de plus grande qualité, mais elle va venir aussi permettre d'offrir du service aux entreprises, du service directement aux producteurs agricoles, du service à d'autres entreprises qui sont dans le service, mais qui ont besoin d'expertise pointue dans certains domaines. Et les deux centres d'expertise qu'on désire intégrer au niveau de l'Institut bioalimentaire. C'est un centre d'expertise en numérisation et en robotisation du secteur bioalimentaire, puis un autre centre d'expertise en plantes pérennes et en agriculture régénératrice. Puis, de fil en aiguille, si le secteur aussi de la transformation de proximité se développe, on pourrait développer un troisième axe d'expertise aussi là, à l'intérieur d'un groupe le plus formel. Au niveau des entreprises du milieu, bien, évidemment, il doit faire partie de cet institut bioalimentaire. Il faut qu'on réponde en fait aux besoins du milieu. Puis actuellement, le CIRC a un incubateur d'entreprises maraîchères, mais il ne couvre pas l'ensemble des productions. On désire couvrir un plus grand nombre de productions avec l'incubateur d'entreprises, mieux accompagner les gens qui sont incubés. Les entreprises sont incubées. Être plus près des entreprises agricoles, avoir des réseaux de producteurs pour les projets, de producteurs identifiés pour des projets R&D. Donc, on est beaucoup dans cette optique-là de mise en place, en fait, d'un institut bioalimentaire qui est très bien intégré dans le milieu, avec d'autres compagnies privées aussi qui offrent du service aux entreprises agricoles intégrées dans l'offre de services global. Puis le tout, mais là, ça vient justifier en fait, puis ça vient démontrer aussi, dans le fond, si on a des centres de formation qui forment des élèves, ou est-ce qu'il y a des professionnels qui gravitent autour, on a des professeurs, on a des groupes d'expertise qui font des projets d'innovation, de transfert technologique. Mais là, tout cet écosystème-là, qui aussi des entreprises qui sont incubées, bref, tous ces gens-là ont des besoins, en fait, d'infrastructures. Il faut qu'il y ait des lieux communs pour la formation. Il faut qu'il y ait des places, en fait, où est-ce que les gens puissent afficher les développements
technologiques qui ont fait et qu'il faut qu'on puisse former les gens aux bonnes pratiques et autres. Donc, on conçoit une vitrine technologique qui vient englober, en fait, les différents partenaires de l'Institut bioalimentaire, donc les infrastructures agricoles, les infrastructures agroalimentaires, et accompagné de fonds aussi, des fonds pour soutenir les initiatives collectives autour des axes d'expertise. Bref, on a déterminé 3 axes d'expertise et l'Institut bioalimentaire, dans le fond, de par ses partenaires financiers, viendrait remettre des fonds pour que des projets se réalisent dans ces 3 grands axes d'expertise-là. Fait que si on avait à résumer qu'est-ce que l'Institut bioalimentaire, c'est l'Institut bioalimentaire intègre la formation professionnelle, collégiale et universitaire dans un écosystème regroupant les activités de formation, de transfert technologique, de recherche appliquée et d'incubation d'entreprises. Il se distingue dans sa gestion interne participative et par une convergence agricole alliant les pratiques agricoles régénératrices et la numérisation du secteur bioalimentaire. Bon, je vais quand même reprendre 2-3 petits éléments dans ce que je viens de dire là. On parle d'une gestion participative parce que, vu qu'on a plusieurs partenaires autour de la table, même éventuellement une extension universitaire, on veut s'assurer que les décisions restent prises par les professeurs, par les gens, les producteurs, les élèves, les gens qui mènent des projets. Donc, on va avoir, oui, une gouvernance sur l'Institut bioalimentaire qui va être en charge de la vision, de la reddition de comptes, qui doit être s'assurer en tant que tel que les axes d'expertise sont développés au travers des projets là, qui sont menés. Mais on veut s'assurer aussi qu'on est bien intégré dans le milieu, qu'on répond aux besoins, puis que les gens soient les principaux leaders des initiatives qui vont être portées à l'intérieur de l'Institut. Par la suite, dans le fond, clairement, l'objectif d'un institut bioalimentaire comme celui-là, c'est on a nos axes d'expertise en agriculture régénératrice, notre axe d'expertise en numérisation, mais on le veut dans un cadre où est-ce qu'on n'essaie pas de promouvoir un modèle économique ou l'autre. C'est vraiment, on utilise les meilleures pratiques. Et ben, c'est en soutien à quoi? C'est en soutien à des aliments, dans le fond, à valeur ajoutée. On veut produire des produits agricoles à valeur ajoutée qui se différencient puis qui répondent aux exigences, en fond, du consommateur et de la société. Fait que si on avait essayé de schématiser ou en fait d'expliquer, en fait, c'est quoi un institut bioalimentaire, c'est cette représentation-là de ce système-là, global-là, qui devrait se retrouver sur le site de l'Institut bioalimentaire, mais pas juste sur le site en tant que tel physique, sur le concept où est-ce que c'est un projet estrien, mais l'Institut bioalimentaire se représentera aussi avec d'autres partenariats où est-ce que le Cégep de Sherbrooke a d'autres installations, l'extension universitaire a d'autres installations aussi, puis cet institut bioalimentaire-là peut vivre dans plusieurs sites, dans le fond, estriens, mais consolidé à l'intérieur d'une grande vision puis d'un grand chapeau qui est l'Institut bioalimentaire. Évidemment, il y a des objectifs globaux, on a des objectifs qu'on va atteindre avec des actions qui sont associées. L'Institut bioalimentaire, on veut le créer, en fait, parce qu'on veut qu'il y ait une distinction. La formation offerte en Estrie, elle veut qu'elle soit un peu unique. C'est une formation dans le secteur bioalimentaire là, que les gens viendraient rechercher, qui va convaincre les gens en Estrie de rester en Estrie pour aller chercher leur formation, mais aussi d'aller chercher des gens de l'extérieur de l'Estrie qui veulent avoir l'expertise qu'on offre dans notre région. Évidemment, pour faire cette formation-là unique, mais il faut avoir un deuxième objectif là, qui est la mise en place d'une expertise unique. Troisième objectif, mobilisation du milieu. On n'aura pas un institut bioalimentaire si on ne mobilise pas notre monde. Quatrième objectif, développement des ressources clés. Ça prend des ressources pour réussir pour monter un projet comme ça. Puis cinquième objectif, création de l'identité et de la notoriété. Fait que, ça, on y va au niveau de la distinction de la formation. Premier point. Nouvelle formation et profil de formation. Mais évidemment, si on a des axes d'expertise pointus au niveau de la numérisation puis de l'automatisation, plantes pérennes, puis agriculture régénératrice, puis transformation de proximité,
ça peut amener vers des formations plus pointues. On conserve les formations généralistes, mais par exemple, le collège pourrait très bien offrir un AEC en agriculture régénératrice appliqué à la production laitière et bovine. Fait que tout simplement dire, bon, on offre un cours en production laitière et bovine, mais adapté à une régie à l'herbe. Fait qu'on bref de faire du lait à l'herbe ou du bœuf à l'herbe. Et de vraiment que le cursus forme la personne après ça à retourner sur son entreprise ou aller travailler sur une entreprise de ce type-là, à bien développer en fait la régie de l'entreprise pour répondre à ces cahiers de charges-là, puis prospérer. On peut imaginer un microprogramme en technologie des procédés des aliments en lien avec, dans le fond, la transformation locale, donc de type micro-transformation. On peut imaginer un GTAA avec un axe qui serait à la fois mi-agricole, mais ou mi-numérique aussi, avec un profil numérisation et robotisation de l'agriculture. Au niveau formation professionnelle, on pourrait très bien imaginer des programmes comme horticulture en serre, mais haute technologie, donc tout ce qui est l'éclairage, s'assurer qu'un opérateur puisse soit en mesure de gérer des éclairages là, de très haut niveau avec les lumières d'aile en fonction des paramètres très précis pour chaque culture, d'avoir la gestion des systèmes de micro-irrigation, la gestion de l'aéroponie, etc. Tout ce qui touche la haute technologie dans les serres. De dire, OK, oui, on a un programme en production animale, mais est-ce qu'on est de lui donner un profil justement comme production animale à l'herbe, des programmes comme la cuisine du terroir aussi. Donc, dans ces axes-là, en fait, de s'assurer que nos axes d'expertise mènent vers des formations qui sont un peu uniques, puis aussi de la formation continue, dans le fond, qui se distingue, de dire que on va offrir de la formation sur de l'installation puis de la mise en route, par exemple, de GPS puis de systèmes RTK, la mise en place de pâturage intensif amélioré, fabrication de compost puis de biostimulants. Bref, vraiment toujours s'assurer que on vient se distinguer. On continuera d'offrir les programmes qui sont déjà offerts, mais de venir offrir des programmes novateurs qui répondent aux nouveaux enjeux de demain. Puis des enjeux déjà, en fait, des opportunités déjà réelles aussi dans le secteur agricole. La pédagogie aussi, on veut distinguer la formation par la pédagogie. Bref, les cours en classe, ça devient de plus en plus caduque. Enfin, la théorie est disponible en ligne. On a accès via notre cellulaire, nos ordinateurs. Fait que le temps des professeurs peut de plus en plus être consacré en fait aux questions, aux travaux pratiques, à la supervision de stage, aux initiatives. Fait que l'approche par projet a déjà fait beaucoup le succès, par exemple, de l'Université de Sherbrooke. C'est quelque chose qu'on peut fortement s'inspirer en agriculture. Souvent, en agriculture, c'est des gens très pratico-pratiques. Donc, c'est quelque chose qui va transpirer à l'intérieur de l'Institut bioalimentaire. Donc, s'assurer en fait que le temps l'accompagnement qui est donné aux gens, aux élèves, est optimisé et que l'approche par projet, par problème, soit favorisée là, dans la formation. Évidemment, comme je disais, c'est pour distinguer un peu la formation, mais ça nous prend ces axes d'expertise-là. Puis ces axes d'expertise-là, c'est pas seulement pour la formation, c'est beaucoup aussi pour les services aux entreprises, s'assurer que nos entreprises ont accès à des experts pour, dans le fond, les aider à passer certaines étapes. Donc, ces étapes-là, un premier centre d'expertise en numérisation puis en robotisation, puis un second centre d'expertise en plantes pérennes puis en agriculture régénératrice. Le tout avec une vitrine technologique, là, donc le lieu, vraiment le site en tant que tel de l'Institut bioalimentaire, mais de s'assurer qu'on a un endroit, puis là, on a déjà des champs de culture, on a des bâtiments, mais s'assurer que ce lieu-là puisse regrouper en tant que tel, favoriser le transfert technologique, puis être un lieu de démonstration pour qu'est-ce qui ressort de ces deux centres d'expertise-là. Donc, le centre d'expertise en numérisation puis en robotisation du secteur bioalimentaire, je vais en parler un petit peu plus en détail, mais il s'inscrit vraiment bien dans le contexte actuel. Parce que le 2/3 des emplois qui sont non comblés actuellement en agriculture, c'est des emplois d'ouvriers agricoles. Présentement, on règle ce problème-là par des travailleurs étrangers, mais on voit quand même avec le COVID-19 que c'est une solution qui peut être fragile, puis elle ne doit pas être unique, en fait. Et il y a une deuxième solution, qui est l'automatisation, l'appui par la numérisation, en fait, de l'agriculture, tous les logiciels aussi dans les appuis décisionnels, la gestion de la ferme en général, les processus, puis automatiser les équipements. Puis là, on parle déjà
probablement en 2020 de plus de 60, bon, on avait 63 000 postes là, qui étaient non comblés en 2017, si je ne me trompe pas précédemment dans la présentation. On s'en va vers 2030, là, vers 127 000 postes là, qui seront non comblés. On voyait l'impact que ça avait sur le PIB. Clairement, les tâches des ouvriers agricoles, comme on le voit ici là, dans les statistiques ici, on est capable de les automatiser en bonne partie. En fait, il y a un grand rapport qui a été fait par la RBC, par des économistes, en fait, qui est de la Banque Royale, appuyé par différents instituts sur la main-d'œuvre au niveau canadien, qui viennent montrer que jusqu'à 94,2% des tâches des ouvriers agricoles pourraient être automatisées d'ici 2030. Bref, on aurait la capacité technologique d'automatiser les tâches faites par les ouvriers. Presque 50% des tâches des techniciens, un peu plus de 40% des tâches des conseillers agronomiques. Puis évidemment, plus qu'on va vers le décideur d'entreprise, mais ce pourcentage-là diminue. Mais ça vient montrer un peu l'importance des passerelles, de comment que l'information de type professionnel, elle reste importante, puis elle va se distinguer, elle va muter dans le temps. Et, ça prend des gens aussi qui utilisent ces technologies-là, puis les opérateurs qui les utilisent. Ça prend des gens, en fait, qui sont capables aussi de les vendre, ces technologies-là, puis qui les comprennent. Donc, la formation professionnelle, la formation collégiale, ils vont rester extrêmement importantes au niveau des technologies. Pas tout le monde qui a besoin d'aller jusqu'au niveau universitaire, mais quand même, le profil de compétences évolue. Il faut accompagner les gens à l'intérieur de ça, favoriser les passerelles entre les CFP, les cégeps, les universités, modifier un peu nos programmes pour s'adapter au contexte des besoins qui sont changeants. Et bien évidemment, un centre d'expertise en numérisation puis en robotisation, c'est un peu ça que ça vient permettre de faire. Ça vient permettre de développer des nouvelles compétences, ça vient permettre d'offrir des nouveaux services, s'assurer que ce qui est développé puisse se transférer aussi au niveau de la formation, s'assurer qu'on a des gens là, compétents pour, dans le fond, l'agriculture de demain. On a une chance, dans le fond, pour former le centre d'expertise en numérisation puis en robotisation du secteur bioalimentaire. On a Productique Québec, qui est à Sherbrooke. Ils ont déjà contribué à moderniser le secteur manufacturier. Et on va créer en fait une division agricole qui va pouvoir, dans le fond, offrir des services aux entreprises, aux autres centres d'expertise spécialisés dans le secteur agricole, que ce soit Lactanet, le CDPQ, le Sérum. Bref, l'expertise qui va être offerte par Productique Québec s'applique à la fois à l'entreprise agricole, à la fois à d'autres groupes d'expertise qui sont spécifiques ou aux entreprises privées en technologie. Mais ça va servir aussi aux professeurs puis aux étudiants à bonifier la formation ou leur formation. Le type d'expertise qu'on va retrouver dans ce genre de centre d'expertise-là, c'est tout ce qui touche l'automatisation, le remplacement de la main-d'œuvre, la connectivité. Fait qu'on parle à la fois des GPS, des systèmes RTK, Internet, Wi-Fi. Il existe énormément de solutions, mais il faut savoir naviguer intelligemment au travers de ces solutions-là pour toujours payer le juste coût. Tout ce qui est productivité en entreprise, souvent, on peut acheter des équipements qui sont partiellement automatisés, mais il manque quelques étapes qu'on pourrait rajouter par-dessus, comment je pourrais dire, on va acheter une technologie qui est déjà intéressante, mais il y a un lien qu'on pourrait créer entre deux équipements, entre deux technologies, et ça nous prend quelqu'un pour faire l'intégration de ça. Donc, Productique Québec, c'est le genre de mandat qui est en mesure de réaliser, s'assurer en fait qu'un parc d'équipements, un parc de technologies soit en mesure de communiquer puis de boucler la boucle, vraiment automatiser l'ensemble d'un groupe de processus pour rendre ça beaucoup plus facile pour un entrepreneur agricole. Mais la technologie peut être au service aussi de la traçabilité à la ferme, du bien-être animal, de la santé, de la sécurité, même à l'agroécologie, dans l'analyse des sols par capteur, etc., dans les données en temps réel sur l'agrométéo, sur la météo à la ferme, etc. Bref, il y a énormément d'applications technologiques qui peuvent se faire à la ferme. Puis Productique Québec, avec sa division agricole, va venir un peu combler le lien souvent qui peut être manquant entre les grandes technologies des grands manufacturiers technologiques et finalement la réalité des fois terrain québécoise qui est des fois un peu différente où est-ce qu'on doit vivre aussi des fois avec des vieux équipements et à la fois des vieux et des nouveaux équipements puis que ces équipements-là doivent quand même être compatibles puis qu'on doit quand même essayer d'automatiser le plus possible et c'est l'offre de services qu'on pourrait offrir via Productique Québec agricole.
Un exemple concret de ça, c'est par exemple sur la ferme de la station à Compton, de Simon-Pierre puis Vincent, ils ont installé un super beau bâtiment pour le séchage du foin en vrac. Euh, Ils ont c'est déjà en partie robotisé, mécanisé. Ils vont avoir un grand bras télescopique pour transporter le foin. Il y a un système de soufflerie là, déjà très efficace là, pour sécher le foin, qui va aller utiliser des paramètres d'air extérieur, en fait, pour démarrer ou arrêter. Mais il reste encore des tâches manuelles, comme d'aller prendre le taux d'humidité du foin là, directement à l'intérieur là, des grands cubes du bâtiment. Bref, où est-ce que le stock de foin est stocké. Fait qu'il faut qu'il aille prendre l'humidité. Et c'est une tâche qui est répétitive. Si on ne le fait pas, ben, ça peut amener à une dégradation de qualité du foin. On aurait dû peut-être partir le système, finalement, on n'est pas parti et autres. Mais ça ne prendrait pas grand-chose pour finaliser de l'automatiser. Fait qu'on peut tout simplement imaginer un petit senseur d'humidité connecté à un petit appareil qu'on appelle un Raspberry, là, qui va venir donner cette information supplémentaire-là au souffleur, puis qui va l'aider, dans le fond, à finir d'automatiser le processus. Donc, il va continuer d'utiliser ces paramètres qu'il utilisait comme l'humidité extérieure puis la température extérieure, mais en plus, il va ajouter le paramètre du taux d'humidité du foin, puis on va être capable de gérer de manière entièrement automatisée le système de séchage du foin du bâtiment de foin en vrac. Donc, c'est le genre de mandat que Productique Québec peut venir faire. En plus, il y a des financements extrêmement généreux. L'entreprise va se retrouver à peu près à payer seulement son temps, le temps qu'elle investit dans le projet, des fois des petites pièces d'équipement. Mais dans la réalité, tout ce qui est le développement qui touche autour là, de la mise en place là, de cette petite innovation-là, mais il va souvent être financé là, par 20, 30, 40 000 par différents financements qui sont accessibles via dans le fond, des fonds canadiens en innovation. Ici, on peut-être d'autres applications. Là, on peut très bien imaginer que le centre d'expertise en numérisation et en robotisation, en lien avec Productique Québec, pourrait offrir de l'expertise aussi pour des centres d'expertise spécialisés, par exemple l'Actanet ou l'ATQ, qui est plus au niveau de la traçabilité, pourrait demander à Productique Québec, division agricole, venez évaluer. On aimerait peut-être mettre des puces à l'intérieur des tags des bovins. Ces puces-là, on aimerait qu'ils viennent capter le mouvement des bovins pour venir comprendre en fait comment ils s'alimentent, c'est quoi leur période d'alimentation, c'est quoi les mouvements dans le fond de chaque bovin dans le troupeau, puis peut-être venir prévenir en fait des maladies comme les mastites, les caillettes avant qu'ils deviennent trop importantes. Bref, par toute la captation des mouvements des animaux via ce tag-là intelligent, bien, on serait peut-être capable de faire un peu de médecine vétérinaire préventive. Mais un centre d'expertise comme Productique Québec pourrait évaluer si c'est faisable de mettre un capteur aussi précis à l'intérieur d'un objet qui est aussi petit qu'un tag. Puis, c'est-tu possible après ça de produire ça à grande échelle, un coût avantageux. C'est le genre de projet qu'on pourrait imaginer là, être porté par Productique Québec agricole, qui serait notre centre d'expertise en numérisation puis robotisation du secteur bioalimentaire. Au niveau du centre d'expertise en agriculture, plantes pérennes et agriculture régénératrice, l'agriculture régénératrice, c'est un terme, c'est quelque chose qui est extrêmement à la vogue présentement parce qu'en fait, c'est une thématique qui vise à bien comprendre à la fois le vivant. Bref, on s'assure que quand on cultive un champ, on ne va pas trop comment je pourrais dire, le chambouler. On essaie le moins possible de faire des actions dessus pour que les racines puissent bien se développer, que les micro-organismes prospèrent, que la vie du sol soit qu'elle soit bref, en santé, que les micro-organismes prospèrent, les mycorhizes, les rhizobiums, etc. On s'assure aussi de toujours avoir un couvert végétal, jamais laisser le sol à nu pour diminuer l'érosion puis maintenir la vie du sol et intégrer aussi la production animale dans ce cycle-là. Puis si par exemple, on produit des fourrages, mais il faut s'assurer de retourner, dans le fond, la matière organique produite par les animaux sur la terre, s'assurer que le cycle est bien bouclé avec la production animale. Et donc, on ne parle plus juste du mouvement vegan ou autre, où est-ce que l'agriculture plus
végétale, mais beaucoup plus dans l'intégration globale de la chaîne pour s'assurer que chaque culture, chaque production animale joue le rôle qu'elle doit jouer, puis que ça soit fait dans un contexte favorable pour séquestrer le carbone dans le sol, puis créer des aliments aussi plus sains. L'agriculture régénératrice, c'est selon World Food, qui est la plus grosse chaîne d'aliments santé aux États-Unis. C'est la tendance numéro un. Il y a plein de produits qui sont créés autour de cette tendance-là. Je vais vous en montrer. Puis des grandes compagnies aussi comme General Mills, Danone, Cargill commencent à mettre en place des programmes pour faire des achats de ces produits-là et les transformer dans leurs différents brandings qu'ils ont développés autour de l'agriculture régénératrice. Et vont même aussi supporter les producteurs agricoles pour adopter des pratiques associées à l'agriculture régénératrice. Amazon a acquis Whole Foods, c'est pas pour rien, c'est une tendance qui est forte. L'agriculture, les aliments santé, puis si Whole Foods est en train de déterminer que l'agriculture régénératrice est la tendance numéro un pour 2020, mais c'est quelque chose que nous aussi, au Canada, puis nous aussi, c'est quelque chose qui va venir nous impacter grandement dans les prochaines années. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu le bœuf à l'herbe, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que la production animale à l'herbe, on va retrouver des porcs à l'herbe, du canard à l'herbe, l'ensemble des productions animales, en fait, là, peuvent être adaptées à l'herbe ou presque. On va aller parler évidemment du lait à l'herbe, mais on peut retrouver aussi de la bière qui est faite à partir de céréales qui provient de l'agriculture régénératrice, même le craft dinner, la nourriture pour bébés, donc les purées de carottes et autres, peuvent provenir maintenant d'agriculture associée à l'agriculture régénératrice. Donc, concrètement, le centre d'expertise, le genre d'expertise qu'on retrouverait dans ce centre d'expertise-là, c'est une expertise dans les pâturages intensifs, les cultures de couverture, les plantes intercalaires, le séchage et le conditionnement de foin, le soutien et la mise en place de pratiques associées à des cahiers de charges. Par exemple, le cahier de charge sur le fromage de lait au foin sec, bœuf à l'herbe, tout ce qu'on, dans le fond, les cultures de chanvre et autres plantes à potentiel bio-industriel, où est-ce qu'on peut fabriquer des produits qui sont, je vous dirais, des produits isolants qui sont quand même très intéressants au niveau environnemental, toutes les compétences autour du compost, des biostimulants, des mycorhizes, l'agroforesterie, l'horticulture intensive. C'est tous des sujets d'expertise qui peuvent se regrouper sous la thématique agriculture régénératrice. Un des partenaires avec lequel on veut développer ça, puis qu'on va avoir des discussions de manière plus intensive dans les prochains temps, c'est avec le Conseil québécois des plantes fourragères, qui a déjà déterminé l'intérêt d'avoir un pôle d'expertise québécois dans les plantes fourragères. Nous, on veut les amener plus loin que ça. On veut s'assurer, en fait, que le pôle d'expertise, dans le fond, touche aussi l'ensemble. Bref, les fourrages, c'est de la protéine, les fourrages, c'est de la fibre. Et on va aller un peu plus loin, on va aller vers l'agriculture régénératrice. Bref, jusqu'à temps qu'on produit un aliment aussi qui est consommé par le consommateur. Fait que donc, soit du fromage qui a été produit ou soit de la viande sous une régie justement à l'herbe. L'objectif est donc de se rendre jusqu'à la production de produits finis puis à l'ensemble du cycle de production agricole. De là va découler des services aux producteurs agricoles. Donc, le centre d'expertise est là pour offrir du service aux entreprises agricoles, justement, par exemple, pour implanter un pâturage intensif amélioré, pour appuyer d'autres centres d'expertise en deuxième ligne, ou puis encore pour les professeurs, les étudiants, la formation. Je vais passer un peu ces exemples-là. En fait, je peux vous les laisser là, juste pour que vous puissiez les lire, mais c'est juste que ça fait déjà beaucoup de contenu, beaucoup de textes là, que je vous passe, beaucoup de discussions. Au niveau, le troisième volet d'expertise, il y a toujours ce côté-là aussi. C'est le fun d'avoir, c'est pas juste le fun, c'est très pertinent d'avoir un lieu qui est une vitrine technologique, qui vient montrer en fait qu'est-ce qui découle de nos centres d'expertise. Donc, si on a un centre d'expertise en plantes pérennes en agriculture régénératrice, puis un autre en agriculture numérique, on veut utiliser les bonnes pratiques de chacun de ces deux grands pôles d'expertise-là, et aller montrer comment on peut les appliquer en cas réel pour s'assurer de bien démontrer en fait qu'est-ce qu'on a pu aller montrer par la recherche appliquée, par les projets d'innovation, mais aller le montrer sur le terrain, auprès des professeurs, des élèves, des producteurs agricoles.
Euh, Troisième point, mobilisation du milieu. Bien évidemment, un institut bioalimentaire, on peut juste créer ça si le milieu est mobilisé. J'en ai déjà parlé en bonne partie. Euh, Mise en place d'une gestion participative, fait que s'assurer que même si on a plusieurs personnes et plusieurs organisations impliquées dans l'institut bioalimentaire, s'assurer que les parties prenantes comme les enseignants, les producteurs, les utilisateurs, les partenaires, soit les gens, dans le fond, qui poussent les projets, que ce soit eux qui sont dans les opérations, qui prennent les décisions. La gouvernance de l'Institut bioalimentaire va plus être là dans la vision, s'assurer qu'on développe les axes d'expertise dans la reddition de comptes. Évidemment, pour mobiliser, pour vraiment être dans le milieu, mais il faut être proche des entreprises, donc un incubateur d'entreprise plus global, pas juste dans le secteur maraîcher comme le site offre actuellement. Donc, le site de formation présentement offre une incubation pour entreprises maraîchères, mais l'accompagnement n'est pas très important. Puis, qu'est-ce qu'on veut pour l'Institut bioalimentaire? C'est un accompagnement sur différents niveaux, là. Fait à la fois dans la production, mais dans la mise en marché et sur différents volets, et qu'on a de l'incubation d'entreprise de manière beaucoup plus efficace et dans des productions plus diversifiées, puis aussi, ultimement, en lien avec les axes d'expertise qu'on veut porter. Et un troisième volet aussi, où est-ce qu'on veut identifier un réseau d'entreprises agricoles pour porter des projets R&D. Donc, les projets R&D ne sont pas obligés de se faire seulement dans le fond, au niveau du site de l'Institut bioalimentaire, mais pourront se faire aussi au travers de ce réseau d'entreprises agricoles. Ça prend des ressources pour réussir, pour développer ce genre d'institut-là, pour que les innovateurs puissent porter leurs projets. Il y a une volonté de mettre en place un fonds de soutien aux initiatives externes, mais qui sont en lien avec les centres d'expertise. Donc, les gens qui sont des innovateurs, qui ont des projets de recherche, qui ont des projets qui sont en lien avec nos centres d'expertise, on veut les attirer vers nous. Et pour faire ça, on va mettre en place, en fait, avec différents bailleurs de fonds, des fonds qui pourraient venir les attirer à faire ces projets-là avec l'Institut bioalimentaire, avec les centres d'expertise de l'Institut bioalimentaire. Donc, il y a des démarches qui vont se faire de ce côté-là. Et un petit fonds aussi qui pourrait servir à dédommager les producteurs agricoles qui pourraient être impactés par les projets R&D sur leur entreprise agricole. Ça serait assez unique au Canada si on réussit de faire ça. On se l'est mis comme défi. Ça se fait ailleurs dans le monde. Si on est capable de faire ça, honnêtement, on va être capable d'attirer beaucoup de gens dans l'innovation parce que ils savent qu'ils vont réussir à mieux travailler avec les producteurs agricoles, qui vont être plus intéressés à participer s'il y a ce genre de fonds-là. Et c'est notre objectif, mais c'est un bon défi, ça, je ne vous le cache pas. Installation moderne, co-développée avec les utilisateurs, mais juste pour dire que oui, on parle toujours, si on a des gens qui avaient entendu parler là, du site du CIRC, ça fait longtemps qu'on parle de grosses installations modernes et autres, mais là, on en parle un peu moins. Notre objectif, c'est plus de dire, on développe les centres d'expertise, on met en commun les ressources des partenaires. Les gens vont commencer à nous donner un peu plus c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'il faut pour porter ces centres d'expertise-là, qu'est-ce qu'il faut pour porter la formation un peu unique qu'on est en train d'identifier, qu'est-ce que les entreprises incubées ont de besoin. Puis à partir de ces gens-là, de cet écosystème-là, on va graduellement développer les infrastructures beaucoup plus modernes, plus aussi des infrastructures coopératives. On ne parle pas juste de salles de classe ou autre, mais beaucoup plus des lieux collectifs pour s'assurer de soutenir les travaux pratiques, les projets innovants, etc. Création d'une identité, une notoriété, mais on comprend bien que s'il y a plusieurs niveaux de formation ensemble, qu'on consolide les ressources, mais ça va favoriser le rayonnement de l'Institut bioalimentaire sous une marque globale. C'est plus facile pour nous, à partir de là, de rayonner dans l'ensemble de l'Estrie, puis plus largement auprès des citoyens. Pas des citoyens, mais plus largement au point de vue provincial, désolé. Aussi, on comprend que si on a plus d'expertise, c'est plus facile de faire des événements, de rayonner. Bref, ça se construit naturellement. Donc, c'est plus facile d'aller faire de la formation puis des événements pour les producteurs, les entreprises, les citoyens. Puis la communication, elle peut être beaucoup plus multicanale parce qu'on se trouve déjà avoir des réseaux de producteurs qui font de la R&D avec nous. On se trouve à avoir des médias sociaux peut-être mieux montés, un site web mieux monté parce qu'on a mis les ressources en commun. On a des gens peut-être un peu plus spécialisés à ce niveau-là. Donc, on est dans ce genre de choix-là qui est fait présentement de s'assurer qu'on a une portée là, dans nos communications puis une notoriété qui se bâtisse.
Autre considération, je vais aller extrêmement rapidement sur ce point-là. Juste dire, bien, évidemment, on est en train de construire un nouveau véhicule pour porter la formation puis l'expertise dans le secteur bioalimentaire. Le CIRC, qui était un peu comme le véhicule qui avait été utilisé là, pour créer le CRIFA, puis créer la formation de niveau collégial au niveau de l'Estrie. C'est un véhicule qui est peut-être plus le bon pour porter le futur. Et c'était l'Institut bioalimentaire aujourd'hui qu'on propose, mais évidemment devra venir avec une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'envergure estrienne, une gouvernance en fait qui avec des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine de compétences et qui ont peut-être aussi une certaine envergure provinciale, qui vont être capables de venir nous donner la notoriété puis d'aller tirer les ficelles des fois nécessaires pour concrétiser cette vision-là qu'on a. On voit 2 comités temporaires qui vont être sous ce comité principal-là, donc un comité sur la gouvernance et les structures organisationnelles qui vont venir peaufiner là, la gouvernance qu'on voudrait avoir pour le futur, puis suivre aussi la mobilisation et la planification stratégique. Le comité principal de l'Institut bioalimentaire, c'est un comité de transition. C'est lui qui prend en charge le projet, mais le jour que le projet se pérennise, qu'on est vraiment un institut bioalimentaire, ça devient aussi la gouvernance officielle de cet institut-là, basée sur les recommandations du comité temporaire qu'on recevra. Il y a 2 comités aussi consultatifs, 2 groupes consultatifs en fait qui vont être mis en place. Ces groupes-là, ça va être les porteurs des centres d'expertise, donc centre d'expertise en numérisation et automatisation, puis le centre d'expertise en plantes pérennes et agriculture régénératrice. Ces groupes-là consultatifs, c'est des experts surtout, c'est des gens qui portent des projets déjà, c'est des gens qu'on veut regrouper ensemble, puis on va leur donner les moyens de réaliser des projets pour consolider graduellement, pas juste en projet, mais à se consolider réellement en des centres d'expertise officiels reconnus au niveau québécois. Première étape du chantier, 2020-2021, c'est un projet estrien. Il faut mobiliser les gens, il faut travailler notre gouvernance, il faut aller mieux comprendre les besoins de chacun. C'est que c'est un projet collectif, c'est un institut bioalimentaire qu'on fait. Fait qu'il faut se donner du temps. Là, on a mis en place la vision, on a fait un premier diagnostic. Dans ce diagnostic-là, on a bien déterminé qu'il y a des belles opportunités, mais que le CIRC, ce n'était pas suffisant, que ça prenait un nouveau véhicule pour le porter. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, mais c'est une démarche qui va se faire sur 2 ans. On va faire des groupes de travail, on va aller sur le terrain. Puis notre but, c'est pas avoir des documents à la fin de tout ça, c'est d'avoir mobilisé les gens. Fait que les mots-clés, mobilisation. Mais on n'attend pas. On met quand même en place notre comité principal. On commence à faire des projets d'expertise. Fait que la deuxième étape, elle commence dès 2020. Mais évidemment, avant qu'on ait des centres d'expertise formels, qu'on ait un institut bioalimentaire formel, ben, ça va se faire par étapes. Ça va être en 2021, en 2022, 2023. Ça va y aller par étapes. Peut-être qu'un centre d'expertise, ça va aller plus vite. Un autre, ça va aller un peu plus tranquillement avant qu'ils se mettent en place. Mais l'objectif, c'est de poser des actions puis c'est de faire des projets innovants à très court terme avec les gens qui seront là, dans les comités consultatifs. Étape 3, construction des infrastructures, mais c'est des choses qui vont aller beaucoup naturellement. Encore là, roadmap d'à peu près 5 ans. Les premières infrastructures qu'on devrait voir, peut-être fin 2021, ça paraît réaliste. Mais ça va vraiment être basé sur les besoins des gens qui vont commencer à créer des centres d'expertise, les besoins de formation qu'on va déterminer autour de l'Institut bioalimentaire et s'assurer que les infrastructures répondent aussi un peu au contexte de transfert technologique et de vitrine technologique. Il y a déjà des fonds, en fait, qui sont avancés pour réaliser ce projet-là. En fait, les CIRC met sur la table ses actifs. On dit si ce projet-là devient porteur puis qu'il y a vraiment quelque chose qui se consolide, on a pour plus de 3 millions, on a à peu près, en tout cas, je voyais d'autres chiffres là, récemment, presque 3 400 000 d'actifs qui sont mis sur la table pour réaliser ce projet-là. 1 500 000 par la MRC puis la ville de Quaticook qui avait été réservé pour un précédent projet, première version de projet, mais là, il y a mieux la titrer en fait dans cette version-là, peut-être beaucoup plus mobilisante. Puis là, notre objectif, c'est de dire est-ce qu'on est capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent au niveau estrien, à dire on est-tu capable de monter justement cette vision-là estrienne, cet institut bioalimentaire-là estrien avec différents groupes dans plus d'une région, dans plus d'une MRC de l'Estrie,
puis aller grandir ce montant-là. Puis, il y a un autre programme là, qui vient couvrir aussi des honoraires de gens qui viennent accompagner le projet. Et bien, évidemment, on va aller chercher des nouveaux fonds. Et le but de l'Institut bioalimentaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça nous prenait un rayonnement, ça nous prenait une vision beaucoup plus forte. On se l'est fait un peu pousser par les bailleurs de fonds qui nous ont challengés un peu. Mais là, notre objectif, c'est par cette vision-là, c'est d'aller chercher des fonds que l'Estrie n'est jamais allé chercher. À l'intérieur, par exemple, de la Fondation canadienne de l'innovation, il y a des fonds pour les collèges à l'intérieur de ça. Des fonds par exemple, le Cégep de Sherbrooke n'a jamais été cherché, mais qu'on serait capable, dans cette vision-là d'Institut bioalimentaire, de venir se positionner favorablement. Puis souvent, ces fonds-là, en fait, de la Fondation canadienne d'innovation, peuvent être appariés par d'autres fonds du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le MEI. Donc, si on va chercher, par exemple, 1 500 000 avec la Fondation canadienne de l'innovation, on peut recevoir un autre 1 500 000 du MEI, et ainsi de suite. Bref, ça amène sur différents programmes. Puis, il y a une série de programmes. Il y en a un peut-être qui est particulièrement intéressant présentement en Estrie. En fait, la TME va avoir à identifier 3 projets pour la relance économique suite au COVID. Fait que clairement, c'est un des 3 projets là, qu'on va s'assurer. L'Institut bioalimentaire, on va pousser pas mal pour qu'il se retrouve dans l'un de ces 3 projets-là. Je pense que vu que c'est un projet qui se veut estrien, mais très dans un sujet aussi comme le secteur alimentaire, d'autonomie alimentaire, je pense qu'il est présentement extrêmement valorisé pour dire que c'est important. On l'a bien vu que le COVID-19, c'est un projet qui se positionne très favorablement là, comme étant un projet de relance de l'économie. L'Institut bioalimentaire, ça se veut quelque chose pour favoriser la prospérité, dans le fond, d'un secteur complet. Donc, oui, pour les producteurs agricoles, les nouvelles générations de producteurs, puis les producteurs en place, mais aussi pour la prospérité régionale, des emplois de qualité, favoriser la prospérité des entreprises et aussi accroître, en fait, les ressources de nos professionnels et des innovateurs pour s'assurer qu'ils soient bien outillés là, pour développer leur projet, qu'est-ce qu'ils désirent mettre en place au niveau, dans le fond, de leur domaine d'expertise. Donc, je vous remercie, en fait, d'avoir écouté cette présentation-là. Je sais que ça prend un certain temps à écouter, mais c'est une vision qui se veut vraiment globale. C'est une présentation, c'est une vision qui va se faire par étapes. C'est un chantier de 5 ans, puis dans 5 ans, on n'aura peut-être pas tout complété ça, mais on aura un roadmap, une carte, en fait, d'étapes qui sont à franchir. C'est sûr que ça sera pas linéaire. On consulte les gens, on va chercher de l'information, on s'adapte, on va chercher une opportunité avec un financement d'un côté, on s'ajuste un peu sur un projet pour qu'il soit plus complémentaire avec un autre. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de dire, on s'est fait une belle vision, on s'est donné des étapes à franchir. Puis ça va nous guider dans ces petits choix-là qu'on va faire au fil du chemin. Mais l'important, c'est de consolider quelque chose qui va être porteur pour l'ensemble du secteur bioalimentaire. Puis le projet, dans le fond, de créer cet institut bioalimentaire-là au niveau de l'Estrie, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais en même temps, c'est un grand défi parce que individuellement, on ne peut pas le porter, ce projet-là. Et c'est pour ça que c'est une vision qui se veut collective, puis que les prochaines étapes, mais c'est vraiment de vous inclure dans le projet, c'est qu'on mobilise en fait les acteurs qui veulent prendre du leadership autour de cet institut-là. Et bien, je vous dirais, ça va très bien. Présentement, on a rencontré déjà les élus fédéraux, provinciaux, on a rencontré les milieux municipaux, on a rencontré les gens là, des ministères agricoles et je vous dirais, c'est tout. La réponse est extrêmement favorable. Maintenant, on vient construire les projets réels à l'intérieur de l'Institut bioalimentaire. On vient créer vraiment ces comités principaux-là, les comités consultatifs. On lance les premières initiatives, puis on veut vous voir au travers de ces initiatives-là. Donc, je vous remercie pour l'écoute et à bientôt.